Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes en direct pour cette nouvelle interview pour parler d'un sujet que je trouve vraiment génial, qu'on n'en parle peut-être pas encore suffisamment souvent dans le monde professionnel. C'est le minimalisme. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Mino. Bonjour Mino. Bonjour Jérôme. Alors, Je- Mino, en fait, non. Donc, j'ai essayé de bien prononcer, comme on a discuté en off. Donc, Min Rakotozandrine, et tu es auteur, tu es conférencière, donc tu as écrit plusieurs ouvrages sur le minimalisme et la parentalité. Et le minimalisme, qui est un sujet que l'on va creuser justement en profondeur. Mais avant d'aller sur ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bah merci Jérôme déjà de m'inviter pour ce live, mon premier live, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Alors moi, oui, je m'appelle Min Rakutzandjan et pour les gens en France, c'est Mino, du coup. J'ai commencé à écrire sur le minimalisme en 2013. Et en fait, bah, j'ai pas arrêté depuis. Et j'ai fait mon blog qui est devenu par la suite deux ouvrages sur le sujet. Et alors, le minimalisme, c'est quoi? Parce que donc voilà, tu as écrit sur le sujet. Moi, j'ai presque terminé ton ouvrage. Je l'ai en format Super. Kindle. Il se lit super bien. J'ai appris plein de trucs parce que dans ma tête, le minimalisme pour moi, c'était Marie Kondo et un grand nettoyage de printemps. On enlève tout ce qui est superflu, on garde que l'essentiel. Mais finalement, c'est bien plus que ça. C'est ce que j'ai découvert dans ton ouvrage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai que au tout début, hein, quand on parle de minimalisme, on pense souvent à un intérieur épuré, voilà, un séjour où il n'y a que le canapé, par exemple. Moi-même, hein, j'ai fonctionné comme ça au début, c'est-à-dire que quand j'ai découvert le minimalisme, pour étayer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je me sentais étouffée dans ma maison parce que j'avais plein de choses. J'avais accumulé pas mal de choses à l'arrivée de mon premier enfant et je me sentais étouffée, mais je ne savais pas par quoi. Et quand j'ai découvert le minimalisme, c'est là où j'ai enlevé petit à petit les objets de chez moi. Et c'était vraiment, voilà un objet, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Donc, je l'enlevais. Mais ça me prenait beaucoup de temps. Et en fait, sur plusieurs années, j'ai fait ça. Et il y avait beaucoup de réflexions aussi que je nourrissais autour de ce avoir que l'essentiel. Et finalement, l'essentiel, voilà, je le faisais sur le plan matériel. Donc ça, c'était le sujet de mon premier livre. Mais juste après le premier livre, je me suis dit, mais en fait, non, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est une philosophie de vie. C'est vraiment déterminer ce qui est essentiel pour nous, ce qui est prioritaire pour nous dans la vie et mettre le focus dessus. Donc, ne pas dépenser son temps avec des choses, avec toutes les distractions qu'il y a voilà, autour de nous. Et c'est plutôt se focaliser sur qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà. Donc, que ce soit donc sur le plan matériel, hein, comme on a dit tout à l'heure, mais aussi sur nos activités. Parfois, on fait des choses par habitude ou c'est la pression extérieure qui nous les dicte. C'est sur les informations aussi. Voilà, à l'ère des réseaux sociaux, on est submergé d'informations. Donc, est-ce que toutes ces informations-là nous aident pour quelque chose, sont utiles ou nous donnent de belles émotions? Je ne suis pas très sûre. Donc voilà, c'est trié partout dans ces sujets-là. Ouais, ce que j'ai vraiment, enfin, ce que j'ai compris de ma lecture de tout ça, c'est que le minimalisme, et tu as beaucoup insisté là-dessus, ce n'est pas du sacrifice, de se dire, oh là là, ça y est, il faut que je me débarrasse de tout ça, et que c'est une contrainte, que c'est violent, que c'est désagréable. Hmm, Bah, tu expliques que c'est vraiment une démarche centrée sur le bien-être et le bonheur. C'est de vraiment laisser plus de place, créer de l'espace finalement pour les choses qui sont vraiment significatives. Et ce que je trouve génial aussi dans ton approche,
comme tu le disais justement, ce n'est pas qu'une approche matérielle, même si c'est peut-être plus simple de démarrer par ça, parce que c'est tangible et on peut toucher, on peut manipuler, mais que derrière, il y a, une fois qu'on a compris la philosophie, on peut la transposer dans plein d'autres domaines de notre vie, à Mm. savoir les relations, à savoir les informations, notre travail, etc. Et que finalement, c'est faire plus d'espace pour plus de bonheur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Et tu as raison de souligner cette partie-là parce que les gens, quand on parle de minimalisme, ils disent direct, oh, mais pourquoi se contraindre à cette vie-là? Pourquoi vouloir vivre avec moins alors qu'on peut vivre avec plus? Parce que voilà, c'est facile, c'est plus facile de vivre avec plus. Et en fait, c'est vraiment une idée erronée parce que vivre avec le moins, en fait, vivre avec moins, c'est comme si on perdait quelque chose. Mais c'est le contraire. On gagne quelque chose et on gagne des choses qui ont beaucoup plus de valeur, en fait, comme le temps, par rapport à, je sais pas, avoir l'avantage d'utiliser un objet quelconque, je sais pas. Mais en tout cas, on gagne beaucoup plus à vivre avec moins que le contraire. Voilà, donc Oui, et c'est ça qui est contre-intuitif et que je trouve génial, surtout dans ces sociétés d'assurconsommation et la surinformation, c'est que on est dans une société où on veut posséder les choses. Hein, c'est à moi, etc. Et que plus on a, plus tu parles beaucoup de valeur aussi, plus on a de la valeur, alors que, c'est l'inverse finalement. Ce que, même par exemple, je ne sais pas si tu en parles aussi. Mais pour les personnes qui accumulent beaucoup de fortune, on pourrait dire qu'ils accumulent donc de la richesse financière, qui vont accumuler finalement plus de potentiel de bonheur, parce que plus de possibilités finalement avec ce mhm, pouvoir d'achat qui décuple. Mais finalement, on se rend compte que ça génère de l'anxiété parce que tout ça, on a peur de le perdre, on a peur de se faire voler, de se faire taxer, etc. Et que finalement, c'est de manière contre-intuitive, plus de possession, eh bien, rime avec souvent moins de bonheur et moins de bien-être. oui. Et d'ailleurs, oui, j'en parle, mais vers la fin D'accord. de ça. C'est que quand, euh, imagine, on n'a que quelques petits trucs que nous utilisons vraiment et on n'a que ça dans notre maison. Ben, on est, on n'a pas peur des voleurs du coup, parce qu'on n'a pas beaucoup. Et on se dit aussi, ben, si on en perd un, ben, on peut facilement le remplacer. Parce que voilà, puisqu'on n'en a pas beaucoup, ben, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens aussi pour les remplacer. Et oui, il y a vraiment cet esprit de si on a moins, en fait, ben, il y a l'anxiété et le stress qui vient avec le avoir beaucoup plus et toute la gestion de ce beaucoup plus. Voilà, on en a moins et c'est une paix intérieure, je Mm, dirais. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on cherche le plus, en fait, finalement. mm. Il y a un proverbe, je ne sais plus qui l'a dit, mais ce que nous possédons nous possède. Parce Oui. que ça prend une part de notre esprit, on y pense. Si par exemple j'ai pas de voiture, ben, je pense pas à ce qu'elle va être rayée, ce qu'elle va être volée, etc. Mais à partir du moment où je possède une voiture, eh bien j'ai cette voiture finalement va prendre une partie de mon esprit et va générer de la charge mentale. Tu parles de la charge mentale également. Et il y a aussi cette dimension-là qui je trouve est intéressante. Et là on parle de la dimension, on va dire, matérielle. Mais c'est la même chose également dans les relations, au travail, si on veut s'accaparer un projet, s'accaparer euh, de la notoriété, etc., ça va être des choses qui vont nous prendre la tête quelque part. Donc il y a aussi cette dimension-là. Oui, si on revient sur les objets, parce que je trouve que c'est le plus facile en fait à Mm. visualiser. Tu vois, quand on rentre dans une pièce encombrée, Mhm. bah, en fait, tous les objets vont nous envoyer des messages. Range-moi, je ne suis pas à ma place, il faut m'entretenir, tu vois. Quand tu disais si on a plusieurs véhicules et tous les véhicules vont se dire attention, il ne faut pas que je sois rayé, sinon je serai moche. Voilà. Mais et tout ça, ben, effectivement, c'est beaucoup de messages qu'on doit gérer dans notre tête. Et c'est la charge mentale par définition. Et si on avait moins,
ben, c'est plus facile aussi d'avoir une place pour chaque chose et on aura moins ce genre de message qui va nous envahir. Hmm. Et alors, voilà, on comprend maintenant bien le principe du minimalisme, que ce n'est pas juste vider sa maison et garder que des objets, c'est bien plus que ça. Et surtout, l'enjeu derrière, c'est un enjeu de légèreté, un enjeu de bien-être, un enjeu de bonheur, tout simplement. Hmm, Et que bah, ne va pas que dans le domaine personnel, mais aussi professionnel. Parce que, bah, moi, si je peux transposer ça dans le milieu professionnel, c'est plus j'ai de projets qui me donnent le sentiment d'être important, mais en fait, plus ces projets vont prendre de la place dans ma tête, dans ma vie et vont me stresser finalement. Donc il y a aussi cette dimension de qu'est-ce qui est essentiel dans hmm. mon activité professionnelle, que je sois salarié, que je sois manager, que je sois indépendant également et finalement leur donner plus de valeur parce que bah, je vais pas pouvoir donner la même valeur aux choses si j'en ai 20 que si j'en ai 3, par exemple. Et Oui, mm, du coup, j'ai enchaîné dans ma tête. Euh, Ce que tu dis là, en fait, me fait beaucoup penser à Greg McKeown qui a dit le oui, catalyseur de l'échec, en fait, c'est le succès. Parce que quand on réussit quelque chose dans notre domaine professionnel, bah, c'est là où on va peut-être avoir beaucoup plus d'opportunités mm, de toutes parts. Et c'est là où on va prendre ces opportunités et là, on va disperser. On n'a plus un essentiel, un projet. On va disperser notre attention et ça va être le catalyseur plus tard de l'échec. Donc, il avait dit aussi le mot priorité, priority en anglais, au tout début, ne se mettait pas au pluriel. On mm, devait avoir qu'une priorité. Et si tu en as deux, bah non, c'est pas des priorités. Donc, oui, sur le plan professionnel, c'est vraiment ça. C'est quoi le projet sur lequel on travaille vraiment et sur lequel on va concentrer toute notre attention? Et c'est quoi les projets qui gravitent autour qui pourraient accaparer ce temps et cette énergie que nous avons sur notre projet principal? Donc, attention aux distractions euh, pour ne pas aller vers l'échec. mm. J'aime beaucoup le fait, comme tu dis, le fait de priorité est un mot au singulier. Ouais, c'est pas mal ça. Je reprendrai celui-là du coup. Et avant d'aller chercher les petites astuces que moi j'aime bien justement, donc là on a compris le principe, la philosophie, l'enjeu. Donc j'aimerais bien après creuser des astuces, des bonnes pratiques que tu partages abondamment dans l'ouvrage. J'aimerais connaître quand même l'histoire, les backstage. C'est quoi la genèse du livre? Comment tu en es arrivé à Hmm. écrire et à publier cet ouvrage? Ah, d'accord. Alors, quand j'étais à ce stade en 2013 à être étouffée dans ma maison par plein d'objets de puériculture. J'ai découvert par hasard en fait le livre de Dominique Laureau qui s'intitule L'art de la simplicité. Enfin, par hasard. C'était ma sœur qui l'a acheté par hasard voilà, à la Fnac et qui l'a oublié chez moi. Et là, je l'ai lu et pof, en fait, j'ai eu le déclic en me disant, ben, mais oui, en fait, quelques années auparavant, toute ma vie tenait dans une valise de 30 kilos et je me retrouvais dans une maison pleine et je comprenais pourquoi j'avais ce sentiment d'être étouffée. Et à partir de là, j'ai voulu chercher d'autres ressources sur le sujet en français et il n'y en avait pas. Et pour les ressources en anglais, ben, c'était surtout des célibataires avec sac à dos qui sillonnaient le monde. Et moi, je me suis dit, mais non, moi, je suis maman et j'aimerais appliquer ce mode de vie en habitant dans une maison. Et c'est là où j'ai commencé à y écrire mon blog. Et c'est là où les maisons d'édition, en fait, m'ont remarqué. Et là, j'avais écrit mon premier livre. Et juste après avoir fini le premier livre, j'ai commencé à avoir cette idée de, non, mais en fait, il n'y a pas que le matériel. Et avec toutes les réflexions que j'ai eues voilà, durant toutes ces années, du coup, ça a nourri
mon ouvrage. Et je voulais aussi beaucoup parler de la contribution à la communauté. Donc, en fait, quand nous, on arrive à avoir l'essentiel pour nous, ben, on va être dans ce bien-être et pouvoir, en fait, rayonner autour de nous. Et voilà, par vague, ça va, ben, j'espère, ça va entraîner, comment dire, un cercle vertueux, voilà, autour du bien-être de la communauté. Et voilà, et on m'a proposé d'écrire Je cultive le minimalisme et je suis contente qu'il soit là maintenant. Et le choix du titre n'est pas aléatoire, parce que donc tu parles de cultiver le minimalisme. Et Mm, mais c'est vrai que on va dire que c'est la métaphore que tu utilises tout au long de l'ouvrage, la métaphore du jardinage. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, justement, comment tu arrives à faire le pont entre jardiner enfin cultiver de manière générale et le mm, minimalisme? mm. Bah, en fait, notre vie, en fait, c'est un cycle. Et c'est comme le cycle des fleurs. Et je trouvais que c'était beaucoup plus parlant de parler avec ce vocabulaire-là, parce que déjà, le mot cultiver, c'est vraiment dans l'idée de continuité. Donc, on continue de cultiver le minimalisme tout au long de notre vie, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qu'on va laisser tomber. Une fois qu'on est rentré dedans, on aime bien continuer. Et cette histoire aussi d'enlever les mauvaises herbes, de tailler, voilà, et de d'éblouir à la fin voilà, le jardin, en fait. Donc, éblouir, c'est là où contribuer. C'est ça, en fait, qui m'a amené à parler de ça. Et en plus, j'adore les tulipes jaunes. Donc, C'est spécifique. oui, j'étais très contente. Et justement, si on reprend cette analogie-là, parce que c'est ce qui structure finalement l'ouvrage en plusieurs parties, c'est que c'est vrai que dans le minimalisme, on pourrait penser qu'il n'y a que le fait d'élaguer, de Mm. couper, d'enlever finalement, mais en fait, ce n'est que le début. Est-ce que tu peux parler aussi des autres étapes liées au minimalisme? Alors, c'est vrai que la partie élaguée, c'est celle qu'on connaît le plus, enlever les objets chez soi et tout ça. Mais tout au long de la réflexion où l'on va élaguer, en fait, on va se poser des questions sur nos valeurs, sur ce que nous voulons vraiment être dans la vie. Et tout ça fait qu'on va rentrer un peu plus à l'intérieur de nous pour savoir, parce que voilà, il y a tellement de messages de bruit ambiant autour de la société que parfois on ne sait même pas ce que nous voulons. Donc, il y a cette dimension-là bon, je vais déterminer mon essentiel et à partir de là, je vais enlever tout ce qui n'a pas de rapport avec cet essentiel. Et donc, c'est deux parties vraiment différentes. Aller d'abord à l'intérieur, enlever ce qu'il y a autour. Et après, il y a le premier grand désencombrement au tout début où on enlève beaucoup. Et petit à petit, on va tailler, en fait. On va tailler le, l'essentiel pour nous parce que nous sommes humains, nous évoluons et ça peut changer, hein. Quelque chose qui a été essentiel il y a un an peut ne plus l'être aujourd'hui. Donc voilà, on se repose les mêmes questions. Et après, je trouve que quand on arrive à ce moment-là où on a l'essentiel, on se rend compte que l'essentiel, finalement, pour la plupart des gens en tout cas, ça se trouve dans le partage, dans les relations avec les proches, la contribution à un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et je trouve que ça rentre vraiment dans le processus, tout ça. Et à un moment donné, on s'ouvre en se disant, voilà, moi, j'ai acquis ma paix intérieure. Je veux partager maintenant. Hmm. Et maintenant, quelles sont les meilleures pratiques que tu partages? Par exemple, si on est submergé,
et qu'on ne sait pas du tout par quoi commencer, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le point de départ en fait? Hmm. Alors, le point de départ, du coup, bah, c'est le matériel, je dirais. C'est le plus facile. Et commencez par vos propres possessions à vous d'abord. Parce que quand je parle de minimalisme aux gens, ils me disent oui, mais mon mari, il est accumulateur. Oui, mais j'ai 3 enfants. Ben, en fait, le minimalisme, c'est une démarche personnelle. Donc, commencez d'abord par vos affaires et je vous assure que j'ai eu plein, plein, plein de témoignages de gens qui ont dit j'ai commencé à désencombrer mes affaires, mon mari a vu et il s'y est mis aussi. Donc voilà, à un moment donné, et même les proches, voilà, les frères et sœurs, la famille proche, en fait, va voir le changement de bien-être qu'on a une fois qu'on s'est allégé. Et du coup, ça va aider comme ça. Donc, commencez par vos affaires d'abord et surtout ceux que vous utilisez tous les jours, genre les vêtements, parce que ça, tous les matins, on va en choisir. Tout ce qui est produit dans la salle de bain, tout ce qui est sur votre bureau aussi. Et vous verrez que quand vous commencez à désencombrer ces parties-là, vous verrez directement les bienfaits très vite et ça vous aidera à continuer et à aller partout dans la maison et après à appliquer dans l'agenda, dans les informations et tout ça. Hmm. Mais ça demande quand même de... Parce que c'est inconfortable quand même de dire, bon, bah, je vais me séparer de ça, parce qu'on on s'accroche finalement, que ce soit des objets, des projets, des relations aussi. Donc, Mhm. comment faire pour réussir à faire preuve peut-être plus de courage, hein, de dire, bah, non, j'ose, je prends mon courage à deux mains pour me débarrasser de ça parce que tu parles aussi dans l'ouvrage, oui, mais ça va me peut-être m'être utile un jour, etc. Mhm. Et c'est pas simple en fait. Oui, c'est vrai. C'est pas simple parce que en fait on aura beaucoup de blocages par rapport à nos peurs peut-être. Il y a plusieurs peurs qui peuvent arriver. La peur de manquer par exemple, la peur du vide et la peur de ne pas être comme les autres. Il y a beaucoup de croyances aussi autour de si on n'a rien, ben, est-ce qu'on vaut encore quelque chose? Donc moi je conseille de regarder ce qui bloque chez vous. Donc, voilà, de quelle peur il s'agit, de quelle croyance peut-être aussi il s'agit. Peut-être que la famille a toujours vécu dans l'abondance d'objets, donc on pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et une fois qu'on a déterminé ça, ben, comparer en fait par rapport à, tiens, j'ai vraiment envie de me délester et j'ai cette croyance-là. Et comment est-ce que je peux me rassurer par rapport à cette croyance-là pour me dire, ben, je vais quand même désencombrer. Parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas honnête hein, dans notre désencombrement. On dit, je veux désencombrer, mais on n'y va pas vraiment jusqu'au bout. Donc, voilà, creuser en fait ces blocages-là. Et d'ailleurs, oui, j'en parle dans le livre. Ouais, tu parles aussi de quelque chose que j'aime beaucoup, j'explore en ce moment, les biais cognitifs, et tu Hmm. parles du biais du coup irrécupérable, que j'aime beaucoup. Ouais. Et je prends un exemple professionnel cette fois-ci. Mhm. J'ai investi tant dans le lancement d'un projet ou le lancement d'un produit, mais c'est un flop, ça marche pas du tout. Mais je dis, ouais, mais quand même, j'ai dépensé 2000 ou 5000 euros pour ça. J'ai pas envie de lâcher l'affaire. Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, il faut qu'on y aille quand même, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Comment réussir à dépasser le biais du coût irrécupérable? Parce que, en fait, c'est ça, hein, c'est que j'ai déjà dépensé, je récupérerai pas ma mise. Hmm. Comment on fait? Parce que c'est là que je trouve que c'est encore plus difficile qu'ailleurs. Hmm. Oui, bah, en fait, en général, on pense à un gâchis d'argent, de ce qu'on a investi dedans, un gâchis de temps si on ne continue pas. Et moi, j'aimerais vous amener la réflexion sur ce ne serait pas plutôt un gâchis de bien-être peut-être ou de réussite si on continue à se mettre dedans.
alors qu'on sait euh, que ça ne va pas nous mener à grand-chose. Donc voilà, entre le gâchis du temps pas si irrécupérable, c'est peut-être un gâchis de réussite pour d'autres projets qui seront mieux là maintenant. Donc l'enjeu ici, c'est de changer nos KPI, voilà, nos indicateurs de Ouais. performance et de dire, bah oui, en effet, il y a l'argent, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le temps, la santé mentale, le stress, etc. Et que si on arrive à mettre bah, tous ces indicateurs ensemble, eh bien, tout de suite, ça nous aide à prendre du recul et à prendre une décision plus raisonnable pour soi et pas Mhm. juste penser sur ce critère financier finalement. Ouais. J'aime bien quand tu dis raisonnable parce que c'est vrai que c'est vraiment prendre conscience de mais qu'est-ce qui est vraiment bien là maintenant? C'est quoi le vrai bon chemin au lieu de s'entêter à peut-être continuer dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Mm. Et, euh, et justement, par rapport à tout ça, on peut se dire, oui, mais le minimalisme, ça me demandait trop d'énergie, trop de temps, je suis trop occupé, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes voilà, qui se disent ça pour qui il faudrait prendre conscience de, bah, finalement, si on ne fait pas ça, c'est quoi le risque en fait? C'est quoi le risque à ne pas s'initier au minimalisme? Hmm. J'aime beaucoup cette question. Alors, le risque pour moi de ne pas se mettre au minimalisme, c'est de perdre votre temps à s'occuper de ce qui est inutile, de ce qui est futile, de ce qui n'est pas nécessaire, voilà, de tout ça. Et en fait, tout ce temps perdu, ben, on pourrait l'utiliser pour quelque chose de vraiment significatif. Et du coup, en fait, quand on a cette perte de temps, le plus gros risque plus tard, c'est de regretter. Et ça, c'est un sujet dans le livre. euh, Regretter à la fin de notre vie, en fait, de ne pas avoir utilisé notre temps sur l'essentiel. Alors que le temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Souvent, on dit, voilà, le temps, c'est de l'argent, mais en fait, le temps, c'est de la vie. J'adore. Merci. Le temps, c'est de la vie. Oui, c'est ça, c'est le Oui. coût, le biais du coût irrécupérable, ça fonctionne aussi bien pour l'argent que pour la vie, en fait. Parce que ça, pour le coup, Oui, autant l'argent, on peut le retrouver. Je perds cinq c'est mille euros, je vrai. peux trouver une manière de générer 10 000, par exemple. Le temps, je peux pas. Non, effectivement. Le temps, il part et il revient plus. Donc, Et est-ce que quelque part, le minimalisme, c'est pas une manière d'intensifier sa vie aussi, de se dire, bah, plutôt que d'avoir, par exemple, imaginons que j'ai 100%, j'ai un stock de 100% de niveau d'attention et de niveau de comment je peux vivre ma vie finalement. mhm. Je peux pas aller à 200%. Eh bien, si j'ai 20 choses, bah, je vais avoir 5% de disponible sur les 20 trucs. Mais si j'en ai que 3, bah, j'en aurai beaucoup plus de disponibles. Donc, est-ce que quelque part, le minimalisme, c'est pas aussi une manière d'avoir une vie plus intense que si je suis dispersé de partout et que j'ai trop d'objets et qu'il y a de trop dans ma vie finalement. Oui. Alors, moi, je trouve que le minimalisme, c'est vraiment une vie plus épanouissante parce que c'est vrai qu'on donne plus d'espace ben, aux projets qui nous plaisent vraiment, aux personnes avec qui on connecte vraiment. Donc, c'est vraiment une vie plus épanouissante et plus intense. À la fin de la journée, on va s'endormir avec le sourire parce qu'on sait sur quoi on a passé ce temps, voilà, ces 24 heures-là, et on sait qu'on l'a bien dépensé en fait là où il fallait, plutôt que de se retrouver en fin de journée fatigué, mais à se demander ce qu'on a fait. Donc oui, et mille fois oui, c'est une vie plus intense dans le bon sens, voilà, plus épanouissante et quand on se réveille le matin, ben, on a une super énergie parce qu'on sait qu'on va passer du temps sur quelque chose qui sera important pour nous. Excellent. Bon, si avec ça, pour les personnes qui regardent, vous n'avez pas encore envie de vous initier, de tester ne serait-ce le minimalisme,
eh bien, il faudra qu'on refasse d'autres vidéos. Ah, moi, je suis convaincu. Merci beaucoup, Mine, pour tout ça. C'était vraiment, vraiment inspirant. Moi, j'arrive à faire. Là, c'est vrai que on est parti sur une dimension perso, mais je suis absolument convaincu que le minimalisme fonctionne aussi très bien dans la dimension professionnelle, Mm, que ce pas que en termes de possession, mais aussi en termes de gestion de projet, en termes de choix, en termes de prise de décision, de gestion de charge mentale. Je parle de procrastination aussi d'ailleurs dans l'ouvrage. Bref, mm. on va pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre. Et justement, ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, il est disponible partout dans les magasins de livres et sur Internet, en version papier ou bien en version euh, Ah non, non, numérique. montre-nous plus le livre, parce que c'est vrai qu'on Ah, tu l'as pas oui, montré. c'est vrai. Donc voilà, préfacé par Catherine Testa et moins d'objets inutiles, moins de relations toxiques, moins d'informations et plus de joie. Voilà, donc Et avec la allez, tulipe jaune. et la tulipe jaune, exactement. Donc oui, et préfacé par Catherine Testa également, donc une personnalité très influente dans le domaine de l'optimisme. Et j'ai beaucoup aimé sa préface d'ailleurs, où elle se livre un peu sur sa vie personnelle. Donc allez-y, je vous recommande. Donc merci beaucoup pour ton temps, pour tout ton partage. Et bah, à très bientôt peut-être pour un autre échange. Merci Jérôme. À À bientôt. bientôt, bye bye.